Bonsoir à tous et bonsoir chers collègues, chers amis. Je suis très contente de vous voir et merci de venir à cette conférence. Je voudrais remercier... Ah bah, j'arrive. Non mais c'est trop changé de fenêtre. Merci. Je remercie Catherine et Jean-Jacques aussi de me présenter comme ça, c'était très gentil. Et je voudrais vous parler aujourd'hui de la région qui est assez particulière, qui est assez spéciale. Et je remarquais que quelquefois, les gens en France pensent que la Sibérie, c'est que de la neige, c'est que du froid, et qu'il n'y a rien de plus que des ours, quoi. Mais en fait, que non. Vous voyez que c'est pas si simple. Et je vais vous montrer que, en fait, c'est une région très, très particulière, la sud de la Sibérie. Donc voilà, c'est la distance que nous avons entre nous. Et en fait, c'est pas mal comme la distance, quand même, c'est immense. Et vous connaissez bien, je pense que la Russie est immense elle-même. Et la Sibérie, c'est la plupart de la Russie, en fait. C'est une région très grande. Et la plupart des clichés qu'on a en Europe à propos de la Sibérie, que c'est que de la neige et tout, en fait, ça vient d'ici, de la partie nord de la Sibérie. Et par contre, là, le sud, c'est plutôt comme ça. C'est plutôt chaude. C'est plutôt agréable. Vous avez même les plages, ça va, c'est bon. C'est pas si désagréable qu'on pense normalement. Et il y avait aussi des gens qui étaient visiter par exemple l'Italie au début du 19e siècle. On était venus en Caucasie, on a dit que en fait c'est une sorte de l'Italie sibérienne. On l'appelle là comme ça. Bon, je ne suis pas sûre que c'est l'Italie parce que j'étais en Italie. Je ne suis pas sûre que c'est comme ça, mais bon, quand même. C'est pas mal. Donc un peu de géographie. Je vous ai trompé un petit peu parce que j'ai mis dans le titre Caucasie, alors qu'en fait je vais vous parler plutôt de la région géographique, de notion géographique qui s'appelle le bassin du Minousinsk. Et donc ça inclut deux régions fédérales. Deux régions fédérales, Caucasie elle-même, c'est ça, et la région, le sud de la région qui s'appelle la région de Krasnoyarsk. Donc voilà, ça marche pas trop. Ça, le sud de la région de Krasnoyarsk, et Caucasie, ça fait le bassin du Minousinsk, ce qui est en fait, donc voilà, ce qui est en fait la notion géographique. Et c'est aussi la région historique qui est assez intéressante parce que ces territoires-là, elle était occupée presque toujours à partir de Paléo et jusque maintenant. Et je dois vous dire que bon, c'est formé naturellement par trois systèmes montagnards. C'est Kuznetsky Alatau, c'est Sayan d'ouest et Sayan d'est. Donc Kuznetsky Alatau, Sayan Vostochny et Sayan Zapadny. Si ça vous dit quelque chose. Hein. Et après, nous avons le bassin de Minousinsk qui est au centre de ces trois systèmes. Et vous avez la rivière, assez grande fleuve de la Sibérie qui s'appelle Yenisei. Donc c'est assez important. Et c'est la région assez confortable pour l'habitation. Donc un peu d'informations générales sur la région. Quand même, oui, c'est quand même la Sibérie. Vous avez quand même les températures comme ça. Voilà, bien sûr. Mais c'est pas souvent. Je vous assure que c'est pas... Bon, souvent, c'est plutôt les températures moyennes qui sont pas désagréables, en fait. Parce que c'est assez sec, il y a du vent, il n'y a pas beaucoup de neige, en fait, parce qu'il y a beaucoup de vent. Et du coup, c'est pas le froid désagréable, ce que je veux dire, parce que quand c'est sec, ça va. Oui, je parle trop de froid, je sais. Bon, du coup, mais vous avez quand même les températures assez très hautes aussi, et ça s'appelle le climat continental marqué. Donc c'est vraiment contraste. On a vraiment ce contraste. Et ce territoire, elle est très riche par des ressources. On voit que c'est
on se rend compte que c'est vraiment la région où il y a un peu tout. Il y a toutes les ressources il y avait des ressources pour la chasse, il y a beaucoup des animaux, il y a beaucoup de ressources pour les agricultures. Quand même, vous voyez que c'est plat, c'est du steppe, c'est bon pour l'agriculture. Et c'est bon aussi pour les déplacements, pour l'élevage des animaux. Donc c'est aussi bien pour les cultures nomades. Et la plupart des cultures dont nous allons parler, à partir de l'âge du bronze, ce sont quand même les cultures nomades. Donc c'était bien et confortable pour y habiter. Et je dois dire que cette région-là, le climat, les conditions d'environnement ne sont pas trop changées à partir du début de Holocène. Donc c'est vraiment pareil. Bien sûr, il y a quelques changements, mais c'est pas si grave, c'est pas immense. Donc, la petite conclusion pour le début, pour commencer, c'est ce qu'on a la continuité d'occupation dans la région. Comme on dit chez nous, à partir du paléolithique jusqu'au soviétique, en fait, ce qui est vrai là. Parce que, et la Caucasie, je dois dire aussi que la Caucasie, c'est la région fédérale, mais c'était appelé comme ça et c'était formé comme ça parce que ce territoire-là, il appartient à partir de Moyen-Âge, je dois dire du Moyen-Âge, au Caucase, la population locale. Population locale Khakassia. Et du coup, Khakassia, c'est la Caucasie. Donc voilà, ça explique un petit peu quand même. Donc, juste pour commencer, je vous donne un peu d'informations sur les cultures archéologiques des périodes différentes. Donc vous avez à partir de... on n'a pas beaucoup des sites de paléolithique moyen, mais on a quand même quelques-uns, mais là je ne vous donne pas beaucoup d'informations parce que c'est vraiment très précis. Après, nous avons des cultures qui sont assez vastes. C'est toute la région de Krasnoïarsk, c'est très grand, le territoire de cette culture. Ces deux cultures en fait, Kokorevo et Afontovo, donc ce sont les cultures très classiques pour la période de paléolithique supérieur. Vous avez les formes très typiques, en fait, ce qui est pas mal ce qui ressemble en fait à ce que vous avez en France et en Europe. Les industries laminaires et tout. Après, pour la période néolithique, c'est aussi quand même pas mal de choses qui ressemblent à ce que vous avez en Europe. C'est très typique la technique de polissage. Et on a pas mal de choses qui correspondent à l'agriculture. Donc ce qu'on a vraiment travaillé avec les végétations, avec les graines et tout. Donc il y a pas mal de choses qui caractérisent ces cultures comme des cultures agriculteurs. Après, il y a la période de l'âge du bronze et ce qu'on appelle néolithique, donc transition à partir de néolithique jusqu'au l'âge du bronze, où on commence à utiliser les métaux, mais les métaux comme simples, quoi. Pas beaucoup des choses de métaux, on trouve là. Et le plus important, c'est la céramique qui est assez particulière. Et donc, à partir de ces périodes-là, on peut identifier les cultures à la base de céramique, qui est assez quand même remarquable. Et c'est la marque chronologique assez importante. Et donc, ça, c'est la culture Afanassivo, qui est très classique pour la période de début de l'âge de bronze. Mais ce que je dois dire, c'est que avant de cette période-là, vous n'avez presque aucun exemple de décor qu'on pourrait correspondre, qu'on pourrait associer au pétroglyphe, à l'art rupestre. Donc c'est quand même, on a l'impression qu'il n'y avait pas de l'art rupestre pour des périodes jusqu'au début de l'âge de bronze. Alors que ça peut être pas comme ça, pas si simple, mais pour l'instant, il n'y a rien à présenter comme vraiment les éléments de décor des styles qu'on a pour l'art rupestre. Donc il n'y a pas de désonologie. Par contre,
Bon, il y a quand même des céramiques qui sont assez remarquables. Par contre, pour à cette période-là, aussi, il y a une culture qui est assez particulière, qui est vraiment très originale et on dirait unique, parce que là, il y a plein de choses, même trouvées dans les tombes, dans les in situ, on dit, qui correspondent très bien à l'art pariétal. Pas pariétal, plutôt monumental. Je vais expliquer plus tard. Donc, par exemple, on trouve les planches, plaquettes, les morceaux de roche avec les représentations, les gravures. Et donc en situ, dans le contexte des tombes. Et là, il y a des éléments de décor qui sont très particuliers et qu'on trouve aussi dans les pétroglyphes. Là, je vous en parler plus tard. Après, il y a culture Karasouk, c'est l'âge de bronze, mais c'est déjà le final de l'âge de bronze. Vous avez les objets très, très jolis, déjà on utilise vraiment, on profite les métaux parfaitement. Et après, c'est la culture de Tagar, donc les sites, déjà vraiment récents. Et là, il y a aussi pas mal de choses qui nous permettent de correspondre les objets archéologiques au décor, aux éléments stylistiques de l'art rupestre. Donc, il y a des formes des outils de métaux qui sont assez développés. Et le final de l'âge de fer, c'est la culture de Tachtik. Ce sont les Huns. Donc, Attila. Bon, ce sont les Huns. Donc, c'est ce qu'on peut vraiment bien déjà identifier, même génétiquement et tout. Et il y a des momies. Ce sont des momies qui étaient assez... Donc, c'est la culture assez particulière quand même. On trouve pas mal de choses qui correspondent bien aussi à l'art rupestre. Et il y a des masques funéraires qui sont assez cool, quoi. Bon, et le final, ce sont ça c'est le Moyen-Âge. Donc, c'est la culture de Kirghizie de Yenisei. Yenisei, ce qui est kirghize. Donc, c'est vraiment déjà le Moyen-Âge classique, quoi. Donc, il n'y a pas besoin de vous expliquer beaucoup de choses, je pense. Après, je vais vous parler des pétroglyphes. Donc, pour vous donner un petit peu d'informations sur les traditions qu'on a et comment on identifie, comment ça correspond à l'archéologie dont on a parlé juste avant. Donc, oh, c'est jaune. Bon. Pardon de cette couleur, c'était pas comme ça avant, je pense que, je sais pas, c'est quoi, bon. En fait, chez nous, nous n'avons pas des pétroglyphes qu'on pourrait vraiment identifier, comme paléolithiques. Donc, pour l'instant, il n'y a qu'un seul site qu'on pourrait dire qu'il y a peut-être quelque chose qu'on peut identifier, qu'on peut dater par la période paléolithique, mais c'est que les éléments stylistiques qui nous parlent de ça. C'est le site qui s'appelle Kalgouti, c'est la rivière dont Madame Cretan a parlé il n'y a pas longtemps. C'est le site dans le plateau de Lecoq, et donc c'est assez loin de Kakazi. Et c'est quand même assez typique pour la stylistique archaïque paléo. Et chez nous, bon, dans cette région-là, en Kakazi, nous n'avons pas des exemples qu'on pourrait vraiment identifier comme paléolithiques, comme préhistoriques. Par contre, on a pas mal de choses qui sont assez archaïques quand même. Par exemple, cette manière de... ce sont deux styles. La première là, la plus archaïque, le plus archaïque, c'est le style de Minousinsk. Et ça, c'est le style de Angara.
Je vais vous montrer quelques images et je vais essayer d'expliquer. Là, ce sont la plupart des représentations, des figures qu'on a pour ce style-là de Minusinsk. Ce sont les représentations des figures des cervidés, des reines, qui ont des têtes montées vers, je sais pas, vers le soleil ou je sais pas quoi, trop quoi. Et les jambes qui sont pas bien montrées, les pattes sont pas bien montrées, mais c'est assez réalistique, c'est assez réaliste. Par contre, c'est assez, on dirait naïf. La manière, elle est assez naïf. Pour le style d'Angara, c'est quand même, oui, il y a un ours, bien sûr, c'est la Sibérie. Hein. Pour le style d'Angara, c'est quand même différent parce qu'il y a plus de sujets. Par exemple, il y a des ours, il y a des sangliers, il y a des bovidés, il y a des élans. Et la plupart, ce sont des élans, donc ce sont les représentations classiques. On n'est pas sûr, on ne peut pas être sûr quelle est la datation pour cette période-là. Parce que, pour ce style-là, parce que par exemple, là, vous avez une image, une représentation où l'auteur il a utilisé le relief naturel, donc c'est en 3D, en 2D. Après c'est la manière de... c'est une biche qui tourne la tête, ce qui est assez typique pour la manière quand même paléo. Donc on ne peut pas être sûr si c'est vraiment néolithique. Et il y a quand même des exemples qui sont, à mon avis, très paléo. Si je le verrais en France, je dirais que c'est paléo. Mais les figures de ce style-là, on a trouvé presque partout à partir de la rivière Angara, donc c'est la Sibérie d'Est, et jusqu'au Caucasie, même jusqu'à la région de Kemerovo, si ça vous dit quelque chose. Donc, après, il y a... Et cette tradition-là, elle est très, très vaste alors. Et sur quelques sites, en quelques sites, on a trouvé des éléments de l'art mobilier qui correspondent, mais plutôt par le sujet, à ce qu'on a pour ce style-là. Donc on a des têtes des élans très détaillées, ce qui est très typique pour ce style. Donc ça, c'est par exemple les représentations les plus typiques pour ce style, avec des têtes, avec des lèvres, tout ça, donc très détaillé, très bien fait. Et du coup, on a pensé que si on a trouvé ces éléments de l'art mobilier sur les sites néolithiques, on a décidé que c'est peut-être néolithique. Mais on ne peut pas être sûr. Une seule chose qu'on peut dire, vraiment, on peut dire que voilà, ça c'est peut-être plutôt néolithique parce que des fois on trouve les figures de ce style recouvertes par les autres représentations de l'âge du bronze. Donc c'est peut-être plutôt plus récent, plus ancienne que l'âge du bronze. C'est une seule chose qu'on peut dire, mais quand même c'est assez archaïque par rapport aux autres traditions qu'on verra après. Après il y a par exemple ça. Pour moi je dirais que c'est paléo, mais alors que ça correspond au style d'Angara. Bon, après, il y a deux styles de l'âge du bronze. Donc, je vous ai dit que pour la culture Afanassivo, il n'y a pas des exemples qui correspondent ou presque pas. Mais on n'est pas sûr. Qui correspond à l'art rupestre. Mais par contre, si vous voyez, ça, ce sont les représentations de haut niveau. Et je vous ai dit que c'est une culture unique, avec des représentations extraordinaires et tout, mais alors que là, vous voyez presque rien. Pourquoi ça? Parce que, en fait, pour l'art rupestre eux-mêmes, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a que des stèles, il n'y a que des planches de grès qui avaient des pétroglyphes. Donc,
à mon avis, il préférait quand même plutôt le volume et les formes en 3D. C'est peut-être pour ça, on trouve pas beaucoup des figures justement dans les sites. Donc, les représentations les plus typiques pour cette période-là, ce sont les visages et les anthropomorphes qui ont fait dans la manière très particulière. Par exemple, ça. Donc, ça, c'est presque un seul pétroglyphe qui est vraiment bien fait, mais c'est pas le pétroglyphe, en fait, c'est la peinture. Mais de toute façon, ce qu'on trouve sur le site en plein air, c'est presque une seule chose, un seul exemple. Alors que la plupart, ils sont bien installés dans les tombes ou juste au milieu de steppes. Donc ce sont les exemples très particuliers. Ce qui est très intéressant pour ce style-là, c'est ce que on a beaucoup des éléments qui sont très comparables. Par exemple, on a des cercles avec des cornes, bon, oui, voilà, donc c'est des éléments très particuliers, et aussi ce qui est intéressant, c'est que des fois, on peut trouver, donc il y a des images, des représentations des anthropomorphes qui sont peut-être les dieux ou des fantômes ou on ne sait pas trop quoi, mais il y a des éléments qui sont comparables. Donc il avait peut-être quelque chose comme une vocabulaire de représentation. Donc c'est quand même assez intéressant qu'il y avait pour cette période-là, il y avait une sorte de langue, de langage des éléments représentatifs. Donc, et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on trouve les objets qui sont bien comparables, bien correspondent à l'art pariétal, à l'art monumental, dans le contexte archéologique, ce qui est assez génial. Après, il y a une culture Karasuk. La plupart vous voyez que c'est très schématique, très, on dirait, très géométrique, très géométrisé, et la manière, elle est beaucoup plus simple, on dirait, mais en fait, on trouve beaucoup des compositions. Et comme pour haut niveau, on peut dire que c'est quand même plutôt, en général, l'image de composition, en général, ça donne le sens. Donc ce sont peut-être aussi des éléments d'images plus vastes, plus informatifs. Donc c'est plutôt, il ne faut pas plutôt regarder qu'une seule image, il faut regarder plus vaste. Et comment on identifie bien sûr, on trouve aussi les planches de grès dans les tombes, mais aussi ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des représentations assez typiques des objets qu'on trouve aussi dans le contexte archéologique. Après, il y a deux cultures qui se correspondent l'une à l'autre. C'est la culture scythe de Taggart et pour les pétroglyphes. Dans les pétroglyphes, on voit en fait cette transition entre la culture des Scythes et la culture des Huns. Donc ça s'appelle la période Taggart-Tachtique, donc entre deux cultures. Pourquoi ça? On peut identifier cette période-là parce qu'en fait, il y a des objets qui sont très typiques pour cette période-là. Et ce style-là, en fait, c'est le même style que Taggart, mais qui était déformé, qui était un petit peu modifié, et où on trouve encore des éléments qui sont différents par rapport à l'autre période. Donc, pour la culture des Scythes, on a beaucoup des éléments de décor très particuliers. Il y a des représentations des reines, des cervidés avec les bois très jolis.
Et après, il y a aussi des carnivores qui sont très agressifs, donc qui sont représentés de la manière très agressive. Et aussi, ce qui est important, c'est ce que presque assez souvent, on montre les animaux dans la pose assez spéciale, ce qu'on appelle la pose d'arrêt spontané. Donc comme s'il a peur, comme s'il s'arrête soudain. Donc ça, c'est aussi particulier, c'est aussi très différent par rapport aux autres périodes, et on peut identifier vraiment la tradition, le style, et ça c'est en fait dans le cadre de traditions stylistiques plus vastes, c'est un peu particulier, mais il y a beaucoup des exemples de l'art de Scythe, un peu partout en Sibérie et en Extrême-Orient aussi, même là un petit peu, qui est toujours un peu la même manière, qui est toujours un peu pareil. Ce style s'appelle scytho-sibérien. Et donc il y a aussi ce qui est peut-être le plus intéressant pour cela, c'est déformé après. Tagarot-Tashtik, c'est la période qui déforme un petit peu ce style, et ça devient moins beau, moins exact peut-être, mais il y a quand même pas mal de choses aussi. Il y a des exemples de représentations de composition des villages, ce qui est assez intéressant parce que là on a vraiment des exemples de gisements peut-être vraiment actuels, donc avec des objets qui sont actuels pour la période. Ce sont les comment ça s'appelle, les pots de bronze qui sont assez typiques, et ils ont des mêmes éléments de décor qu'on trouve en fait dans le contexte archéologique. Et finalement, la culture tashtik, donc l'art des Huns, c'est aussi très, très spécial. Vous avez l'équipement des chevaux, l'équipement beaucoup de... Comment ça s'appelle, de armes, merci, de armes des anthropomorphes c'est la manière très, très dynamique et très particulière. Par exemple, la position des jambes, elle est très typique pour ce style-là, mais vous la rencontrez nulle part. Et donc, ce qui est intéressant aussi pour cette période-là et pour cette culture, c'est ce qu'on a des exemples aussi dans le contexte archéologique in situ. C'était fourreaux d'épée de corps de bouleau qui étaient gravés et qui étaient trouvés dans le tombe de Kurgan Tashtik II. Donc c'est assez bien, ça donne un lien qui nous permet vraiment d'associer cette tradition à la culture tashtik. Donc voilà, ils sont très, très dynamiques, la manière est très particulière. Et après, il y a, sur les pétroglyphes, ça ce sont les planches de corps du bouleau, et ça ce sont les pétroglyphes, qui sont vraiment très comparables. Et cette manière-là, après, ça... c'était hérité par la culture des Kirghizides et des Yenisseïs, qui est assez particulière la manière, mais par contre, vous n'avez pas le même vêtement, le même mode d'habiller, chez les anthropomorphes. Donc, ils sont déjà différents, et ça correspond aux dessins, aux sources écrites, pour ce que nous avons pour cette période-là, Moyen-Âge, pour la culture des Kirghizides de Yenisseï. Il y a beaucoup des sources écrites, par exemple, en Chine. Sima Qian, par exemple, il a écrit beaucoup de cette population, donc pas beaucoup, mais quand même. Et nous avons déjà l'information pour
pour identifier ce style, pour l'attribuer. Donc il y a pas mal de choses aussi, mais ce qui est intéressant aussi, c'est ce que les sujets sont un peu différents quand même. Il y a beaucoup plus des animaux qui sont très différents, des espèces différentes. Et c'est pas la même chose que pour le tachtik. Et finalement, pour les périodes ethnographiques, nous avons les exemples de l'art rupestre assez, on dirait, simplifiés, naïfs un peu, et avec des éléments qui correspondent plutôt à la réalité des cacas. Donc c'est aussi bien identifiable. On peut comprendre que c'est assez récent. Et maintenant, je voudrais vous parler un petit peu des méthodes qu'on utilise pour étudier l'art rupestre, parce que quand même, c'est un peu différent, c'est même beaucoup différent par rapport à ce qu'on applique dans les recherches de l'art pariétal, de l'art des cavernes. C'est quand même l'art rupestre, c'est quand même un phénomène qu'on a en plein air. Donc ça abîme, ça dégrade aussi bien que l'art des grottes, dans les grottes, mais c'est l'autre manière de dégrader, c'est aussi l'autre type de source archéologique, et c'est très différent par rapport à ce que vous avez ici. Donc les méthodes sont aussi bien différentes. Enfin, pas tellement, mais quand même. Donc ce qui peut être appliqué à l'art rupestre en plein air, c'est la méthode des analogies avec les matériaux archéologiques, comme je vous ai montré avant. Ça donne l'information la plus exacte quand même, mais il faut avoir la chance pour avoir le cas de l'appliquer, parce qu'on voudrait bien d'appliquer ça, mais c'est pas toujours possible. On utilise aussi la méthode d'étude des superpositions, mais c'est pas toujours évident quelle représentation couvre lequel. Et ce qui est aussi important, c'est ce qu'on peut, même si on a compris qu'une représentation, une figure recouvre l'autre, c'est pas évident que c'était pas fait dans la même période quand même. Mais c'est quand même un argument supplémentaire. Et après, c'est l'analyse iconographique qui donne beaucoup d'informations quand même pour identifier les groupes, les traditions différentes. Mais ça donne presque rien sans les deux dernières méthodes. Donc ça donne information, mais aussi plutôt supplémentaire, plutôt pour systématiser tout ça. Et après, il y a une méthode technotracologique dont je voudrais vous parler parce que c'est ce que je fais, c'est ma spécialité. Et il y a quand même quelques méthodes qui sont en travail, on essaye de les appliquer, mais ça ne marche pas trop bien. Donc, je vais vous parler de tracéologie. C'est la méthode, peut-être que quelques-uns connaissent quelque chose sur ce sujet-là, mais c'est le fondateur Sergei Aristarchovitch Semenov, donc Sergei Semenov, qui a fondé, pour faire plus simple, qui a fondé cette méthode-là, la méthode de tracéologie. C'est fondé à la base des observations, des traces d'usure sur les outils. Et donc, par exemple, si avant on s'est rendu compte que oui, il y a des usures sur les outils, mais on n'a pas observé ça au microscope. À la loupe binoculaire, il a essayé de faire ça. Il a compris que en fait, les différents types d'application des outils de silex, ça donne des traces différentes sur le bord d'outil, sur leur tranchant d'outil. Et donc, on applique ça
maintenant partout, un peu, c'est, comment dire, partout, on utilise cette méthode pour étudier plutôt les objets comment dire, du silex ou d'ailleurs des autres matières premières. Par exemple, ça, ce sont les recherches qui sont en cours. On a utilisé des perçoirs, on a fait des expérimentations, on a essayé de répéter, on a inventé une hypothèse que ces perçoirs, ces petits trucs-là, ils étaient utilisés pour percer une coquille de l'œuf d'autruche, et nous avons réussi à obtenir les traces qui sont vraiment bien comparables à ce que nous trouvons sur les objets archéologiques. Donc ça nous laisse penser que quand même c'était utilisé pour ça. Et là, un jour, on a décidé d'utiliser cette méthode, d'appliquer cette méthode aux recherches de l'art rupestre. Et donc, qu'est-ce que ça donne? Par exemple, on ne pouvait pas dire, c'est un traçologue, on ne pouvait pas dire que si c'était fait, si un pétroglyphe était fait par l'outil en métal ou en pierre. Et les expérimentations et les observations, des fois avec le microscope ou sans binôme, nous permet des fois d'identifier que ça, c'est par exemple, ce sont les traces des métaux qui sont très arrondies, très régulières et tout. Et là, vous avez un exemple où c'était l'outil de pierre. Pourquoi? Qu'est-ce que ça donne? Ça donne un argument supplémentaire pour les datations, pour la chronologie relative. Parce que, par exemple, si une représentation était identifiée comme néolithique, et si un traçologue arrive et dit que c'est pas si simple, qu'en fait c'était fait par un outil de métal, ça c'est quand même pas néolithique, déjà. Bon. Après, on a réussi d'identifier quelques outils par rapport à ce que nous avons fait. On a pris comme des exemples les outils expérimentaux et on a réussi à trouver les outils. Il n'y a pas longtemps, on a fait ça un mois de mai au musée de Minussinsk. C'est un des exemples de 6 outils qui étaient utilisés pour le piquetage, pour faire des pétroglyphes dans une technique de piquetage. Et des fois, par exemple, on peut identifier aussi même la forme d'outil, surtout si ce sont les métaux, si c'était l'outil métallique. Par exemple, là, on voit que un exemple expérimental nous montre que un outil peut donner des traces différentes, prolongées et arrondies ou même triangulaires. Et donc ça, on rencontre souvent parmi les pétroglyphes aussi. Donc c'est important de savoir comment c'était fait, quelle était la geste, quelle était la technique. Est-ce qu'il y avait quelques techniques, si la technique est composite, et aussi quel était l'outil. Donc ça, c'est pour vous faire vos yeux reposer un petit peu quand même, parce que je sais que c'est un peu ennuyeux ce que je raconte. Et finalement, je voudrais vous parler un petit peu quand même de ce qu'on peut faire, non seulement, on dirait, dehors de la Sibérie, dehors de l'art rupestre en plein air. C'est très important de croiser les données entre les spécialistes qui ont les visions différentes. Des fois, nous avons quand même, bien sûr, nous sommes d'accord dans les principes, mais quand même on a des fois des idées à partir de nos expériences qui sont différentes. Donc c'est important de croiser les données et d'essayer de faire quelque chose ensemble. Et voilà, ça c'est un exemple de mon travail que je fais l'année dernière. J'étais heureuse de faire ce travail à Combarel 1. Et c'est un exemple, donc après la grille, là il y a aussi, Combarel se prolonge, et il y a pas mal des exemples, des représentations qui sont bien conservées, et même les traces, même des fois les traces qui sont pas du tout évidentes,
évidente. Donc c'est une conservation qui nous permet d'utiliser la méthode, d'appliquer la méthode que j'appliquais à l'art rupestre en Sibérie, en plein air. Et donc c'est après la grille, j'ai étudié ça. Peut-être que quelques-uns, vous avez peut-être visité Cambarelle à cette période-là. C'était moi, la femme Cro-Magnon. Donc voilà. Et ça, c'est un cheval. Un cheval qui était fait par deux techniques, en fait, ce qu'on a pu identifier. Donc la plupart de cette figure, elle était faite par un outil pointu, donc partie active, il était pointu. Pourquoi je pense comme ça? Parce que vous voyez que c'est pas régulière, c'est quand même assez profonde, mais des fois il y a des exemples où l'outil passait pas bien, donc c'est attaquer la surface, mais c'était pas assez, comment dire, assez fort. L'effort n'était pas assez pour faire rectiligne, pour faire la rainure rectiligne. Et donc il y a quand même quelques lignes parasites aussi qui nous permettent de penser que c'était fait plusieurs fois. Donc c'est passé comme ça, voilà, par une partie active pointue. Et un autre exemple, c'est un peu sombre quand même, pardon, c'est la ligne de dos de ce cheval, ce qui était fait par sciage. Donc c'était fait par le tranchant, par l'autre mouvement et par l'autre partie active. Et ce qui est important aussi, c'est ce que, en fait, ça c'est le modèle 3D, ça c'est un modèle normal, ça c'est un modèle retourné. Et là vous voyez que, en fait, là il y a deux lignes. Donc on a fait deux rainures, on a fait le rainurage et après on a effacé la surface entre eux, ce qui est assez intéressant parce que ça donne quand même c'est quand même une technique assez particulière, assez intéressante. Et ça permet de dégager les parties en dehors de figure et donc faire l'angle de relief assez brusque, ce qui est important, ce qui est intéressant. Et on a trouvé aussi un autre exemple des traces dans cette partie-là, cette zone-là. Ça, c'est une surface, c'est sombre, mais bon, c'est la surface normale. Et ça, c'est une surface, j'espère que vous voyez quelque chose quand même. Il y a des traces parallèles et dans le même sens, verticales. Donc, ça nous parle de... Ça vous dit quelque chose, j'espère? Bon, ce sont les traces qui nous parlent de la préparation, d'une sorte de préparation de la surface. Je ne peux pas vous dire si c'était fait avant qu'on a fait le dessin, la représentation, la figure, mais je peux constater qu'il y en a, cette trace, il y en a. Et peut-être que c'était même fait après, quand on a découvert cette grotte, peut-être qu'on a essayé de nettoyer un petit peu la figure et ça donnait cet effet. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça correspond quand même aux figures, parce que la direction des traces, elle est comme ça, donc ça correspond aux quelques éléments, aux quelques détails des figures. Et donc, du coup, on a deux exemples des traces, ça et ça. Donc, ce sont deux techniques assez différentes, pas très particulières, pas très uniques pour l'art pariétal, je crois, mais quand même, c'est intéressant d'identifier exactement la manière d'un mode de faire. Donc, ce que je voulais dire, je voulais remercier vous tous pour venir et m'écouter avec patience, ce qui est assez gentil, et de remercier le Musée national de préhistoire et les collègues qui m'ont invité et m'ont donné la possibilité de
de présenter ma conférence. Et voilà, je pense que ça, c'est un des résultats de coopération qui est très important dans notre monde et dans le monde d'archéologie. Et donc, j'espère que ça donnera quelques résultats encore plus intéressants. Merci.